Bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui, on va parler d'archi-moderne et de SI Event Driven. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Yves Dautremé, je suis Engineering Manager chez Sphere. Et vous pouvez trouver ici mon LinkedIn. Alors, je vais commencer par un petit mot de notre chef, du co-CEO de Sphere, qui nous dit, voilà, pour rester compétitive et innovante, l'entreprise du futur doit constamment savoir anticiper et se préparer au prochain paradigme technologique. Vous pouvez méditer là-dessus. Et on va effectivement essayer de décliner un peu ça aujourd'hui. Alors, avant tout, je vais vous parler un peu de Sphere. Alors, Sphere, c'est en France 700 ingénieurs répartis dans 7 agences, dont une à Strasbourg, à peu près plus de 100 clients actifs, 20% de croissance par an, organique, 86 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3000 personnes formées par an, parce que Sphere, c'est aussi de la formation, un institut. Donc nos métiers, qu'est-ce que c'est? C'est 3 axes. Le premier axe du conseil, We Envision, qui est la branche de conseil de Sphere. Le deuxième axe, c'est le développement, pour créer vos solutions de développement avec Sphere. Et le troisième axe, c'est l'axe de formation dont je vous ai parlé, pour former les métiers, vos métiers, aux technologies. Voilà. Voilà, donc je vais vous passer celle-là. Hop, voilà. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Et on va faire un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire qui va nous permettre de nous rendre compte que le monde change rapidement. Alors on va essayer de revenir pas mal en arrière. Et Henry Ford et sa Ford T, qui était déjà visionnaire à l'époque, puisqu'il nous avait dit dans 50 ans, tout le monde conduira une voiture. Alors, il a eu raison, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'était un changement qui était très long à faire. Quand vous dites industriellement, tout le monde aura une voiture, ça suppose énormément de changements, énormément de devoir construire des usines, construire de l'automatisation, prévoir toutes les plateformes, prévoir tout le réseau pour l'essence et tout ça. Et on voit que c'était une vision sur du très long terme. Et on peut imaginer un changement linéaire. On se souvient, Steve Jobs, qui nous parlait de son iPhone et qui disait, dans 5 ans, tout le monde aura un iPhone dans sa poche. Donc là, on voit clairement le changement d'échelle, où on avait un changement majeur sur l'espace d'une génération, intergénérationnelle, dans 50 ans, tout le monde aura une voiture. Et ici, on imagine, dans 5 ans, tout le monde aura un iPhone, et il a eu raison aussi. Aujourd'hui, vous avez tous un iPhone, peut-être pas un iPhone, mais un smartphone au moins. Et effectivement, on voit ici la rapidité du changement. On passe à une échelle complètement différente, mais plutôt à un changement exponentiel, intragénérationnel. Et enfin, aujourd'hui, le changement est encore plus rapide. On a remarqué une épidémie, on se souvient des mots de notre président, nous sommes en guerre, et dans 2 jours, vous êtes tous confinés. Et effectivement, tous les SI ont dû faire avec ça, faire avec des gens qui ne pouvaient plus aller sur leur lieu de travail. Et comment on fait? Alors on voit la notion ici de VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity. Donc c'est une ère d'incertitude sur l'avenir et des changements extrêmement rapides auxquels il faut pouvoir s'adapter. Et effectivement, si on y réfléchit, là aujourd'hui on se dit oui, mais l'épidémie elle est derrière nous. On pourrait se dire bon, VUCA c'est terminé, là on reprend de la stabilité. Eh bien pas du tout. Aujourd'hui, on a une crise de l'énergie.
on n'est pas à l'abri que demain, le télestage, on veuille délester certaines zones et on te dise, bah, le data center là, demain, il est fermé. Est-ce que vos applications sont dessus? Êtes-vous capable de relancer vos SI si vos applications sont sur le data center en question? Je ne suis pas sûr. Posez-vous la question. On n'est pas non plus à l'abri, effectivement, aujourd'hui, d'instabilité mondiale, de conflits, avec la guerre en Ukraine. On n'est pas à l'abri qu'un jour, on ait un câble sous-marin qui soit découpé, on ne sait pas, et qu'on ait perdu l'Internet, un morceau d'Internet, vers des data centers sur lesquels on a hébergé nos applications. Est-ce qu'on est capable de s'en remettre? Alors, ça, c'est la bonne question. Donc, tout ça pour dire que VUCA, bah, c'est là pour durer quand même, cette période d'instabilité. Et on va pouvoir mettre l'ère du darwinisme. Voilà. Vos SI doivent s'adapter au changement, parce que ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui vont survivre, mais les espèces les plus adaptées. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SI moderne? C'est surtout des contraintes sur ce que doit être votre SI. Votre SI doit être efficace, bien évidemment. On sache, tout le monde le fait déjà, on veut un bon temps de réponse, on veut un système qui communique rapidement. Alors, il doit être ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il soit très accessible. Donc, on imagine sur une même solution les salariés, les clients, les fournisseurs qui vont atteindre les mêmes applications pour pouvoir entrer en interaction. Votre SI doit être aussi connecté et automatisé. Alors, automatisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses doivent se faire toutes seules, automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire automatiquement? Alors, on pense tout de suite déploiement continu, intégration continue, on aurait raison, tout ça, ça doit être automatique. Mais on pense aussi, si j'ai une instance qui tombe, eh ben, il faut qu'elle reparte toute seule. Donc on pense aussi à ce genre d'automatisme-là. Notre application, bien sûr, elle doit être up-to-date. On ne veut pas de failles de sécu, on ne veut pas qu'une librairie qu'on utilise tout d'un coup nous mette dans une faille de sécurité. On veut pouvoir le mettre à jour facilement, on veut pouvoir patcher rapidement si c'est nécessaire. Alors bien sûr, il faut que notre appli elle soit sécurisée. Donc là, sécurisation face à l'extérieur. Sécurisation face à l'extérieur, on pense bien sûr au Zero Trust Network et on imagine que le VPN, c'est potentiellement une faille de sécurité. Parce qu'un VPN, bah, une fois que vous l'avez passé, vous êtes sur le réseau interne et là, vous faites tout ce que vous voulez. On veut aussi que le réseau soit fiable, bien évidemment, et adaptable. Alors, pour la connectivité, on peut aussi penser que le réseau d'entreprise devient Internet, en fait. On imagine, vous avez une usine qui est immense. Alors, on pense ici, bien sûr, l'usine PSA qui est à côté. Imaginez qu'il faille câbler en réseau cuivré, en réseau, toute l'usine. C'est gigantesque, on imagine mal le faire. On se dit alors, bah, c'est pas grave, on va câbler en Wi-Fi. Ok, super, les Wi-Fi, il faut aussi les connecter au réseau. Le Wi-Fi, ça n'a pas une portée incroyable. Donc à la fin, il va falloir mettre beaucoup de réperteurs Wi-Fi un peu partout et on va aussi finir par câbler toute l'usine. Donc ça semble pas non plus la meilleure des idées. Finalement, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, on va se dire que notre réseau d'entreprise, et si on le faisait porter par exemple par la 5G, et que nos devices ils soient tous connectés à la 5G, et là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Et bien sûr, si on fait ça, bah, ça veut dire que tout notre réseau il est en Zero Trust. On ne peut pas faire confiance comme ça à ce qui vient de notre réseau, puisqu'il est porté par la 5G, il est sur Internet. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un SI qui est capable de faire tout ça? Bon. Un SI compatible avec le futur, on va l'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le produit. Et très important,
le produit, c'est orthogonal à la culture projet. Qu'est-ce que c'est qu'un produit? Qu'est-ce que c'est qu'un produit? Alors, attendez. Donc un produit, par rapport à un projet, la grosse différence, c'est qu'un produit, ça n'a pas de fin. On n'imagine pas dire « Ah bah ça y est, c'est la fin du produit. On arrête là, on est content, on a livré le produit. » Non. Un produit, ça ne se termine pas, a priori. Tant qu'il y a des gens qui utilisent, le produit, il existe. Voilà. Est-ce que vous pouvez me citer des produits de Google, par exemple? G Suite, effectivement. Très bonne réponse. On peut aussi bien sûr penser à Gmail. On peut penser à beaucoup de choses. Et effectivement, tout ça, c'est des produits qu'on n'imagine pas se terminer. Et l'ensemble des produits va former un écosystème de l'entreprise. En fait, le SI de votre entreprise, ça va être une représentation numérique de l'entreprise. Et pour dialoguer entre les différentes parties, on va passer par des produits. Alors là, on se dit, OK, mais moi, j'ai des applis internes. J'ai les employés de l'entreprise qui utilisent mes applis internes. Je les ai développés par projet. Oui, mais en fait, là aussi, il faut penser produit. Alors pourquoi on va penser produit? Parce que c'est un produit dont vos employés sont les clients. Et en fait, ils n'ont normalement pas non plus de fin. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il y a une vie courante dessus, qu'il faut continuer à s'en occuper, le faire évoluer. On ne peut pas venir en disant « Ah bah ça y est, l'appli elle est terminée, on l'oublie, les gens ont qu'à s'en servir, et puis on ne dépense plus d'argent dedans. » Et c'est tout pour les produits. Le deuxième pilier, c'est la plateforme. Alors, on imagine on est une start-up, on a créé notre premier produit. En général, une start-up, ça démarre comme ça. On fait un produit et on essaie de le vendre. Et après, la start-up, on a envie qu'elle grandisse. Alors pour ça, on va créer d'autres produits. On va en faire un deuxième, on va en faire un troisième, et là on se dit, mince, ce serait quand même sympa que les outils que j'utilise sur mon produit 1, je puisse les réutiliser sur mon produit 2. Et donc on va penser plateforme. Donc la plateforme, c'est des outils qu'on va factoriser, des outils qu'on va répliquer, réutiliser pour chacun de nos produits. Alors on imagine par exemple les pipelines de déploiement, l'infrastructure, on imagine des librairies pour les développeurs, on imagine des solutions d'intégration continue, de déploiement continu, et sur quel produit on va déployer ces applications. On peut dire que la plateforme, c'est un produit dont les développeurs sont clients. Et en tant que tel, il n'a pas de fin, et il faut toujours travailler dessus. Alors on peut faire un parallèle avec la plateforme voiture. Dans une voiture, aujourd'hui, on crée une plateforme pour les types de voitures et on va uniformiser pour toutes les voitures, toutes les marques que va faire une usine, on va uniformiser la plateforme, la manière dont on va installer les suspensions, la manière dont on va installer le moteur sur la caisse, etc., etc. Et on va réutiliser cette plateforme pour diminuer les coûts. Et là, c'est pareil. Et alors, on a un autre exemple dans un téléphone, dans votre smartphone, on parle aussi de plateforme. On va parler de la puce GPS, la puce 3G, la puce 4G, qu'on va réutiliser exactement la même dans tous les téléphones, que ce soit un téléphone d'entrée de gamme ou de haut de gamme. On imagine aussi la plateforme, on va dire bah, le système. J'ai un système Android, là c'est typiquement le système de la plateforme. On va le réutiliser aussi sur tous les téléphones de la gamme. Et en vrai, il y a des acteurs du numérique qui ont été tellement forts pour faire une plateforme bah, qu'aujourd'hui, ils la vendent. Et ça s'appelle GCP, Google Cloud Platform. Ça s'appelle AWS, Amazon Web Services, qui, pour leurs besoins personnels de produits, donc pour bien sûr le site Amazon ou pour les gros produits de Google, qui ont fait tellement bien leur plateforme qu'ils se sont dit, tiens, c'est peut-être un produit finalement, et ils avaient raison,
c'était bien un produit, et ils se sont dit, tiens, et si on le vendait à qui avait besoin de plateforme? Et voilà où on en est. OK. Le troisième pilier, la data. Alors, la data, c'est un peu le buzzword, hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre data? Alors, la data, pour avoir de la data, on va mesurer à différents endroits pour avoir des données et ainsi créer plus de valeur. C'est ça le but. On ne collecte pas de la data juste pour avoir de la data. On veut après analyser et créer de la valeur. Alors, on distingue 3 types de données. Les données mortes, qui vont permettre de comprendre le passé et d'imaginer le futur. Donc, c'est des données qu'on mesure et qu'on va stocker quelque part, en imaginant qu'elles vont être analysables. On imagine les données synchrones. Donc, données synchrones, elles sont accessibles par des API. Donc, on a un système qui récupère ces données et qui les met à disposition des autres produits via des API. Et c'est exactement pour ça qu'on crée des API, pour donner accès aux données synchrones. Et bien sûr, ces données synchrones, on peut aussi imaginer les mettre par event. Et ainsi, on imagine très bien des systèmes qui discutent entre eux par événement, où on va envoyer nos mesures, nos datas sur un bus d'événements qui va intéresser d'autres produits. Et ça s'appelle un webhook, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme événement qui peut intéresser une entreprise? On peut imaginer par exemple un client qui déménage. Donc le client, il est avec son commercial et il dit, bon, bah, moi je déménage, voilà, j'ai changé d'adresse. Donc ça, c'est un événement relativement important parce qu'il peut impacter d'autres endroits, d'autres produits. Typiquement, on peut aller chercher et dire, OK, ce client déménage, on lui envoie un pack de bienvenue dans sa nouvelle maison, par exemple. Ça peut être une idée. Mais il faut pouvoir répondre à cet événement. Il faut déjà qu'on soit intéressé par l'événement. Et après, il faut définir qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on reçoit cet événement. OK. Alors, on va faire une petite métaphore. On va se demander un peu qu'est-ce qu'on peut faire, trouver un peu un cas d'utilisation personnelle des données, des datas. Et ben, par exemple, on peut penser à une montre connectée. La montre connectée, qu'est-ce qu'elle va récupérer? Elle va récupérer, par exemple, votre pouls la nuit. OK. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec cette information? Eh ben, elle va pouvoir vous donner la qualité de votre sommeil. D'accord? Et donc, on a bien les 3 sortes de données. On a les premières données qui sont des données mortes qu'on va aller stocker, archiver. C'est-à-dire, c'est l'application qui va enregistrer votre pouls. Une autre partie de votre application va aller chercher la lecture de votre pouls pour, par exemple, trouver la variabilité du pouls pour savoir si vous dormez bien et pour mesurer votre degré de fatigue. Voilà. Et donc, on va aller enregistrer ces données et on va aller, par exemple, présenter à l'utilisateur un graphique qui va nous permettre de tirer des conclusions. Alors, par exemple, j'ai un vrai exemple réel à vous proposer. Alors, on voit ici quelqu'un qui a cette montre connectée et qui met sa variabilité quand il dort. Hein, il porte sa montre. Ici, on voit que quand les données sont vertes, tout va bien, la personne va très bien. Et on voit à un moment la variabilité du pouls pendant le sommeil qui se dégrade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la santé, l'état de santé de la personne se dégrade. Et effectivement, la personne nous dit que c'est un moment où elle est tombée malade. Alors, à quoi ça sert ce genre de données? Typiquement, chez les sportifs, ils vont pouvoir aller chercher leurs données et dire « Ah, bah là, tu es dans une période de fatigue physique, c'est pas le moment de mettre un gros truc d'entraînement, on va plutôt consolider les acquis. Et quand la variabilité elle remonte dans le vert, paf, on renvoie sur des séances d'entraînement un peu plus fortes. » Voilà. Alors, un peu de dogfooding. Alors le dogfooding, c'est quoi? C'est est-ce que chez nous, on fait aussi ce qu'on préconise?
Bien sûr, la réponse est oui. Déjà, en 2008, on faisait du zéro trust. Hein, le réseau Sphère, c'était du Wi-Fi peu sécurisé, sur lequel on protégeait nos serveurs par des firewalls. Et on était déjà en train de se dire, on ne va pas câbler tout le centre hein, pour que tout le monde ait sa petite connexion en dur perso. Non, non, on va passer par le Wi-Fi et on va faire des applications cloud first. OK. Alors, maintenant, on en est où? Aujourd'hui, nos applications avec lesquelles on travaille, elles sont cloud ready, avec des API, avec des webhooks, et en zéro trust sur le net, ce qui nous permet d'y accéder n'importe où qu'on soit et qui nous permet d'y accéder très facilement. Alors, conclusion, dans un SI moderne, on va capter des événements pour y réagir. Et on n'oublie pas les trois piliers, le produit, pensez toutes vos applications comme des produits, la plateforme, factoriser pour les produits dont vous utilisez le plus pour les autres produits, et faites la plateforme. Et enfin, les données. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Merci.